Bonjour à tous, du coup moi c'est Emma Cellier, on se retrouve ensemble pour la suite de la conférence de médecine légale et de médecine du travail avec une conférence ancrage. Les items, on va revoir du coup les droits individuels et collectifs du patient, les violences sexuelles, les certificats médicaux avec les décès et la législation, les principaux risques professionnels pour la maternité liés au travail de la mère, l'environnement professionnel et la santé au travail, l'organisation de la médecine du travail et les accidents du travail et les maladies professionnelles. On va du coup tout au long de cette conférence également voir quelques annales de médecine du travail et de médecine légale pour vraiment avoir un peu en tête l'idée et l'esprit des rédacteurs le jour J. On commence par une première question, donc c'est sur la législation sur les violences sexuelles et on vous demande les propositions exactes. Est-ce que le viol est un crime jugé en cour d'assises? Est-ce qu'une fellation sous contrainte peut être considérée comme un viol? Est-ce que le viol n'existe pas entre époux? Est-ce que est considéré comme viol tout acte de pénétration sexuelle effectué sous la menace, la contrainte ou la surprise? Est-ce qu'une caresse vulvaire peut être considérée comme un viol? Est-ce que le viol est un délit? Est-ce que l'agression sexuelle est un délit jugé au tribunal correctionnel? Est-ce que l'agression sexuelle est définie comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise? Donc ça, c'est un menu déroulant qui est tout à fait typique du genre de questions qui pourraient tomber là en médecine légale au concours. Les propositions juste ici, donc on avait la A, la B, la D, la G et la H. Donc en effet, le viol est un crime, hein, d'accord. Les agressions sexuelles, il y en a plusieurs types. Le viol est la plus grave, si je peux me permettre, et donc elle est qualifiée comme un crime. Et les crimes sont jugés en cour d'assises, d'accord. L'agression sexuelle, donc c'est-à-dire sans pénétration, donc sans critère de viol, donc pour la G, donc c'est un délit, d'accord. Et ça, c'est jugé au tribunal correctionnel. Donc délit, tribunal correctionnel. Crime, cour d'assises et contravention, tribunal de police. Concernant la B, donc une fellation sous contrainte, effectivement ça peut être considéré comme un viol à partir du moment où il y a pénétration. Donc que ce soit buccale, vaginale, anale, que ce soit avec un objet, avec une verge, avec un doigt, voilà, quelque pénétration qu'elle soit, c'est un viol. Le viol n'existe pas entre époux, alors ça c'est absolument faux. Ça a été reconnu là dans les années 2000, vers 2005 il me semble. Maintenant, le viol entre époux est reconnu, donc attention. Est considéré comme viol tout acte de pénétration sexuelle effectué sous la menace, la contrainte ou la surprise, donc ça c'est la définition. La caresse vulvaire, donc c'est uniquement une caresse, il n'y a pas de pénétration, donc ce n'est pas un viol. Le viol est un délit, alors on l'a vu que non, c'est un crime. L'agression sexuelle, donc oui, on l'a vu. Et la définition de l'agression sexuelle, donc c'est effectivement une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Alors, très important, je vous demande le sigle ITT, donc c'est une abréviation qui est régulièrement utilisée aux EDN et dans la vie de tous les jours, aux urgences notamment. Donc c'est important de savoir précisément à quoi elle correspond et ça peut facilement tomber en curoque. Alors, ITT, c'est l'incapacité totale de travail. Donc ça, il faut vraiment l'avoir mémorisé, l'avoir en tête, puisque si on est face à une curoque ou alors à une question avec des propositions multiples, si c'est pas vraiment clair dans notre tête, on peut facilement se laisser influencer. Donc c'est l'incapacité totale de travail, à bien retenir. Alors, je vous demande les éléments pris en compte pour déterminer une durée d'ITT. Est-ce qu'il y a la durée de l'arrêt de travail, les difficultés à l'habillage, l'impossibilité à réaliser ses activités de loisirs, les difficultés rencontrées dans les soins d'hygiène corporelle et l'autonomie antérieure? Donc pour rappel, tout ce qui est considéré pour la durée de l'ITT, c'est les difficultés à réaliser les actes de la vie quotidienne. D'accord. Donc tout ce qui concerne le travail,
ça ne rentre pas dans la durée en fait de l'ITT. Donc tout ce qui concerne le travail, les loisirs, ça ne rentre pas en compte. L'autonomie antérieure non plus. Par contre, tout ce qui est difficulté à l'habillage, rencontrer donc les difficultés dans les soins d'hygiène corporelle, des difficultés à dormir, des difficultés à faire à manger, à faire ses courses, à se déplacer dans sa maison, là ce sont des éléments qui sont pris en compte justement pour déterminer la durée d'ITT. Alors, concernant l'incapacité totale de travail au sens pénal, je vous demande quelles sont les propositions exactes. Est-ce que l'incapacité totale de travail doit être mentionnée sur le certificat médical? Est-ce qu'au sens pénal, elle correspond à la gêne fonctionnelle pour réaliser les gestes de la vie quotidienne? Est-ce que l'incapacité totale de travail au sens pénal correspond au nombre de jours d'arrêt de travail? Est-ce qu'elle ne s'applique pas aux mineurs? Est-ce qu'elle n'a de sens que si elle est strictement supérieure à 8 jours? Alors, les propositions juste ici, donc effectivement, l'ITT doit être mentionné en conclusion du certificat médical initial. Donc la A est tout à fait juste. Concernant la B, donc on l'a vu, hein, l'ITT, donc c'est la définition, donc c'est la gêne fonctionnelle pour les gestes de la vie quotidienne. On l'a vu aussi que même s'il y a le mot travail dedans, ça ne correspond absolument pas au nombre de jours d'arrêt de travail, ou ça n'a aucun rapport en tout cas avec le travail. L'ITT ne s'applique pas aux mineurs, c'est absolument faux, d'accord? On peut donner une ITT même à un bébé de 2 mois, ok? Donc c'est très important de ça l'avoir bien en tête, que ce soit un homme, une femme, une personne handicapée, un bébé, un vieillard, tout le monde peut avoir une ITT. L'ITT, est-ce qu'elle a un sens uniquement si elle est strictement supérieure à 8 jours? Alors non, pas du tout. On peut parfois avoir des ITT à 0 jour et pourtant des condamnations en justice. Donc attention de ne pas tout mélanger. Euh, Après, voilà, il y a effectivement des cut-offs pour la prise en charge en fonction du tribunal selon la durée de l'ITT. Concernant l'information médicale, donc quelles sont les propositions exactes? Est-ce que la charge de la preuve de l'information incombe au patient qui engage une procédure? Est-ce que l'information doit être délivrée oralement? Est-ce qu'elle doit être délivrée par écrit? Est-ce qu'elle doit être loyale, claire et appropriée? Est-ce qu'une confirmation de la délivrance de l'information doit être signée par la patiente? Donc ça, c'est des questions un peu bêtes hein, qui tombent aux EDN et pourtant, oui, c'est des questions du concours. Voilà, donc on peut se dire c'est un peu simple, mais non, il faut faire attention de ne pas se faire piéger justement. C'est les questions où on ne doit absolument pas perdre de points. Donc la charge de la preuve de l'information incombe au patient qui engage une procédure. Retenez bien qu'aux EDN, il y a une seule situation dans laquelle c'est aux professionnels de santé de fournir la preuve. Donc c'est dans le manque, le défaut d'information. D'accord, là, ce sera au professionnel de santé de prouver qu'il a effectivement donné ou pas toutes les infos au patient. L'information, elle doit être délivrée oralement, d'accord? Donc ça, oui. Et dans certaines situations, l'information, elle doit être délivrée par écrit, mais pas constamment. Je pense par exemple à l'IVG, où on est obligé de donner un livret d'informations à la patiente lors de la première consultation pour que voilà, elle ait vraiment les infos par écrit. Mais ce n'est absolument pas pour toutes les situations. L'information doit être loyale, claire et appropriée, donc ça c'est du bon sens. Et la confirmation de la délivrance de l'information ne doit absolument pas être signée par la patiente, mais par contre vous, en tant que professionnel de santé, pensez bien à mettre dans le dossier ou dans le compte-rendu de consultation que vous avez bien donné toutes les informations au patient. Alors, concernant la réalisation de l'examen gynéco, quelles sont les propositions exactes? Est-ce que l'examen de l'hymen est réalisé par traction convergente des grandes lèvres? Est-ce que l'examen de l'hymen peut être réalisé à l'aide d'une sonde de Foley? Est-ce que la définition du viol repose sur la présence de lésions de l'hymen à l'examen gynécologique? Est-ce qu'en cas d'intégrité de l'hymen, toute pénétration peut être exclue? Est-ce qu'un hymen compliant est un hymen qui présente un caractère souple et élastique? Alors, les réponses juste ici, donc on l'a vu ça dans la première conf, hein, donc c'est vraiment brièvement des rappels. Donc l'hymen
s'examine par traction convergente des petites lèvres, attention. L'examen de l'hymen peut être réalisé à l'aide d'une sonde de Foley, donc effectivement, hein, et je vous avais mis le petit schéma avec la photo correspondante de la fiche LISA donc dans la première conférence. La définition du viol, est-ce qu'il y a forcément des lésions au niveau de l'hymen? Ben non, puisque un viol, ce n'est pas uniquement une pénétration vaginale, ça peut être une pénétration buccale ou anale. En cas d'intégrité de l'hymen, est-ce que toute pénétration peut être exclue? Alors absolument pas, d'accord. Il y a des hymens qui sont absolument très très compliants. Je pense aux jeunes filles qui font de la gymnastique, de l'équitation. Donc ça rend des hymens très compliants. Donc l'hymen compliant, c'est effectivement un hymen qui présente un caractère souple et élastique. En tout cas, voilà, il ne faut absolument pas exclure une pénétration juste sur le fait qu'il n'y ait pas de lésion hyménale. Alors, donc, vous rédigez un certificat médical initial. Quelles sont les réponses exactes? Est-ce que l'identité de l'auteur présumé ne doit pas être mentionnée dans votre certificat? Est-ce que le certificat sera transmis à l'autorité requérante si l'examen est effectué sur réquisition judiciaire avec copie à la patiente? Est-ce que l'ITT pénal renseigne le magistrat sur la gravité des blessures infligées? Est-ce que les violences sexuelles sont qualifiées de contravention ou de délit en fonction de l'ITT pénal fixé pour la victime? Est-ce qu'en cas d'ITT pénal inférieur ou égal à 8 jours, l'infraction sera jugée au tribunal de police? Alors, attention, donc devant ce genre de questions, ne pas se précipiter. Donc, dans la A, il y avait une petite négation. Si on lit un peu rapidement, on peut passer à côté. Mais effectivement, ne jamais mentionner, d'accord, l'identité de l'auteur présumé dans votre certificat. Nous, on doit toujours marquer au conditionnel avec des guillemets. Voilà, d'accord, on n'était pas là au moment de l'agression. On ne peut pas savoir si ce que nous raconte la victime est vrai, qui a été la personne qui l'a agressé. On ne peut rien savoir de tout ça. Le certificat